Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les 4 derniers huitièmes de finale. Les 4 premiers ont eu lieu en début de semaine. On avait fait une vidéo dessus. Au niveau prono, d'ailleurs, on n'a pas été si mauvais que ça. En tout cas, dans l'analyse, on n'a pas été trop mauvais. Et aujourd'hui, donc, on va parler des 4 nouveaux avec des matchs qui sont certains très intéressants, d'autres peut-être un peu moins attirants. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour la force en ce moment, honnêtement la chaîne est en train de connaître un essor assez incroyable, c'est même inédit pour être tout à fait honnête, parce que je vous remercie sur la dernière vidéo, on allait approcher les 5000, et là on est bientôt 5500, donc voilà, c'est assez fou. Merci à vous pour votre soutien, franchement c'est top, ça donne envie de faire plus de vidéos, même si à côté il y a pas mal de choses à faire dans la vie perso, mais voilà, en tout cas merci beaucoup à vous, et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par l'affiche qui, moi, me hype le plus, et je sais qu'on est beaucoup à penser ça, c'est l'Eintracht contre Napoli, qui est vraiment une affiche super belle. Alors, pour ceux qui ne suivent pas forcément la Serie A et qui ne suivent pas forcément le championnat allemand, ils ont du mal à comprendre pourquoi on peut potentiellement privilégier ce genre de match par rapport à un Liverpool-Real. Mais franchement, c'est deux équipes qui sont vraiment séduisantes et qui sont vraiment très portées vers l'offensive. On va commencer par parler un peu de l'Eintracht, qui est une équipe qui est vraiment joueuse, sous Glasner, dans un 3-4-2-1, qui est vraiment très intéressant. Et pour moi, la vraie force de cette équipe, c'est le trio offensif, Götze, Lindström et surtout devant Randal Kolo Muani, qui est déjà à 10 buts et plus de 10 passes décisives en Bundesliga, qui revient d'une Coupe du Monde et il est absolument énorme. Honnêtement, mentalement, ce qu'il fait alors qu'il a quasiment loupé la balle de match, même si pour moi il est pas du tout fautif, et pour moi Martinez fait un super arrêt, mais quand même revenir comme ça après cet événement, c'est vraiment très costaud de sa part, et ça franchement bravo. Une équipe qui est vraiment très offensif et qui est vraiment mais qui va peut-être un peu se modifier, parce que en général dans cette équipe de Francfort dernièrement on retrouve Djibril Sow au milieu de terrain avec Kamada, Daichi Kamada, le japonais, qui est vraiment très fort, mais qui a plutôt tendance normalement à être un 10 voire un second attaquant. Alors en 8 il est vraiment très fort, il fait vraiment les efforts, mais qui est dans un championnat quand même où il y a assez d'ouverture, et je sais pas si Oliver Glasner va laisser quand même Kamada dans l'axe, ou s'il va peut-être tenter de mettre un Sébastien Rode, même s'il était malade et qu'il n'a pas joué contre Wolfsburg le week-end dernier, donc je sais pas s'il va tenter de mettre Sébastien Rode, peut-être pour un peu cadenasser, parce qu'on va voir après du côté de Napoli où il y a vraiment des forces, notamment au milieu de terrain. En tout cas, cette équipe de Francfort, franchement, elle est très très intéressante. Leur petite faiblesse, ce sera peut-être défensivement, et c'est là où il va falloir faire attention. On a Ndika qui est vraiment bon, mais je trouve qu'à côté, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Jakic, je suis pas forcément son plus grand fan, Tuta non plus. Donc on va voir qui va jouer, peut-être AZB notamment, mais ouais, c'est pas l'équipe qui me vend le plus de rêves défensivement. Kevin Trapp au but est plutôt bon, mais il est capable de louper un arrêt un peu à l'image de ce qu'il faisait au PSG. Bon, il y a quand même beaucoup moins de bourdes et ça reste un très bon gardien, mais il est capable sur un match de se louper. Donc on espère que ça va pas arriver contre le Napoli, parce que le Napoli, comme je le disais, il y a des vraies forces offensives, avec notamment ce duo dont tout le monde parle, sûrement le meilleur duo d'Europe à l'heure d'aujourd'hui, parce que Vinicius et Benzema malheureusement n'est pas souvent là, et ils sont pas vraiment dans une grande forme. Kane et Son, j'en parle même pas, c'est assez catastrophique. Ouais, je pense que c'est le meilleur duo d'Europe pour moi en tout cas, et c'est Kvaratskhelia avec Osimhen. Franchement, il me bluffe. J'ai vu, je ne sais pas combien de matchs du Napoli cette saison, je crois que ça m'est jamais arrivé depuis l'époque Lavezzi, Insigne, Cavani, Gargano, Gökhan Inler, pour ceux qui se rappellent de cette équipe. Franchement, c'était une belle équipe, mais depuis cette équipe-là, je suis pas sûr d'avoir revu le Napoli. Il me bluffe, honnêtement, c'est super beau. Et je pense que c'est presque alors peut-être pas les insulter, le mot est fort, mais c'est presque leur manquer de respect de dire que cette équipe du Napoli ne dépend que de ce duo, parce qu'à mon sens, moi, il y a d'énormes forces dans tout le 11 en fait. Le milieu est plus que complémentaire avec Lobotka, qui est un des joueurs les plus sous-cotés d'Europe, franchement, j'ai pas peur de le dire. André Franck Sambo-Anguissa, qui me bluffe totalement, je m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau un jour. Je sais que les Marseillais l'aimaient plutôt bien, mais moi je trouvais que vraiment il était très très limité, on va dire. Là, il me bluffe complètement, il me fait complètement me tromper sur son sujet. Et à côté, Piotr Zielinski, qui est peut-être un peu plus offensif par rapport aux trois et qui apporte énormément, avec notamment une belle frappe de balle, cette capacité également à faire la dernière passe. Donc franchement, c'est une équipe qui est vraiment bluffante. Et derrière, c'est costaud également avec la paire Kim Min-jae et Ramani, le Kosovar. Honnêtement, c'est une belle paire défensive avec derrière au gardien Meret. Donc c'est vraiment une équipe, moi, c'est une équipe qui me bluffe et que je trouve vraiment très très complète. Et sur les côtés également, un Di Lorenzo, franchement, il est vraiment à un très très bon niveau. Et côté gauche, on a soit Mario Rui, qui revient un peu de nulle part aussi, pour être honnête, ou Oliveira, l'Uruguayen. Donc c'est vraiment une équipe, moi, qui me fascine. Avec sur le côté droit, en général, c'est plutôt Irving Lozano. Et les droits, pardon, plutôt, je suis remonté sans prévenir.
cette équipe du Napoli, pour moi, elle reste favorite contre cette équipe de Francfort. Je pense que la clé du match pour Francfort, ça va être voilà, de jouer avec ses pistons et de forcer vraiment là-dessus. Peut-être que Lindström et Götze vont devoir faire des appels de balles peut-être un peu plus vertical, dirons-nous, pour pouvoir permettre d'écarter un peu ce bloc, parce que le milieu de terrain est vraiment très dense et pour moi, il va falloir vraiment jouer sur les côtés pour écarter au maximum ce bloc. Pour l'équipe de Napoli, du coup, ça va être également d'essayer d'être décisif, de peut-être prendre dans le dos. Je pense que ça peut être une solution de prendre dans le dos l'équipe, parce que comme je l'ai dit, hein, la défense centrale, des fois, elle a des vrais problèmes de placement. Et je pense qu'avec des joueurs comme Kvaratskhelia, notamment d'autres joueurs comme Elmas s'il rentre en cours de jeu, ou voilà, des joueurs comme Lozano, peut-être Politano, ou Osimhen, bien entendu, franchement, c'est une équipe qui va poser des problèmes à l'Eintracht, mais l'Eintracht a toujours eu cette capacité, cette faculté à briller en Europe. On l'a vu l'année dernière, ils ont gagné l'Europa League, c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs en Ligue des Champions. Parce que l'année dernière c'était pas vraiment ça, mais en étant deuxième de Bundesliga, ils ont quand même gagné avec des champions, l'Europa League pardon, en battant le Barça. Donc c'est une équipe qui a vraiment un ADN européen. Pareil en 2018, je crois de mémoire, quand il y avait encore Jovic, il y avait Sébastien Haller également à cette époque-là, sous Kovac. Franchement, c'était une équipe qui était agréable à suivre et qui avait vraiment été très loin également en Europa League. Donc c'est une équipe qui est vraiment forte en Europe. Donc on va voir comment ça va se passer. Peut-être que là, à domicile, Francfort va réussir à tenir le Napoli. En tout cas, ça va être un match ouvert, c'est plutôt une certitude. Moi, je parierais quand même sur une victoire du Napoli, même si c'est vrai que Francfort peut très bien réussir à contrer l'équipe du Napoli, hein, on s'entend complètement, mais je vois quand même le Napoli être un peu au-dessus, parce qu'ils sont vraiment dans une forme de fou, hein. Pour ceux qui ne suivent pas la Serie A, ils ont, je crois de mémoire, 16 points d'avance sur le championnat. Si c'est pas 16 points, de toute façon, je vous mettrai le classement devant les yeux, donc je me suis peut-être trompé. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est absolument bluffante, et on en reparlera après par la suite, hein, parce qu'on va faire également des vidéos sur les matchs retour. Mais pour moi, le Napoli, ça peut aller en demi-finale assez facilement, cette Ligue des Champions. Alors ça dépendra bien entendu du tirage au sort, malheureusement c'est toujours dépendant du hasard, hein, ce genre de parcours. Mais franchement, les Napoli, pour moi, ils n'ont rien à envier à personne cette année en Ligue des Champions, parce qu'il n'y a pas vraiment de cadors qui sont imposés. Bon, après, on sait très bien qu'en Ligue des Champions, il y a des équipes qui peuvent arriver un peu de nulle part et puis réussir à faire des beaux parcours, hein. On peut penser aux deux derniers vainqueurs. Le Real, ils n'étaient pas du tout attendus et ils ont gagné sur des matchs complètement fous avec un Benzema complètement transcendé. Ou également un Chelsea qui a gagné il y a 2 ans, on ne les attendait pas forcément, et l'arrivée de Tourelle a insufflé quelque chose de nouveau. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, sur le Napoli, ça pourrait très bien être le Villarreal de l'année dernière, le Leipzig il y a 3 ans, le Atalanta Bergame il y a quelques années également. Non, l'Atalanta n'avait pas été en demi, je crois que c'est une erreur. Le l'AS Roma d'il y a quelques années qui avait été en demi. Donc ouais, franchement, moi cette équipe du Napoli me bluffe totalement et je suis absolument fan. Je crois que c'est l'équipe, peut-être avec Arsenal, devant laquelle je prends le plus de plaisir cette année. Donc franchement, ouais, gros kiff le Napoli, et c'est pourquoi je les vois quand même peut-être gagner 2-1 à Francfort pour le match aller. Mais si Francfort arrive à les bouger, voire à gagner, je tomberai pas non plus de haut, mais je donnerai quand même un avantage au Napoli. On va passer au deuxième match, on va parler du Liverpool-Real Madrid, qui est quand même l'affiche de la finale dernière, et pourtant les contextes sont pas du tout favorables, hein, des deux côtés. Liverpool vient certes de gagner 2 matchs, hein, contre les Toffees et également contre Newcastle, mais c'est vraiment pas la meilleure version de Liverpool. C'est une équipe qui a vraiment du mal, avec un milieu qui est très vieillissant, qui était clairement pour moi le cœur du jeu de cette équipe. Un Virgil van Dijk qui continue à un peu enchaîner les blessures. Bon, sa bonne nouvelle, normalement il est censé être dans le groupe, donc je pense que s'il est dans le groupe, il va normalement revenir et être titulaire, enfin je pense en tout cas. Mais voilà, c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de mal. On voit un Mohamed Salah qui a vraiment beaucoup de mal à marquer. Il a marqué un but là contre Everton, ça faisait vraiment longtemps qu'il n'en avait pas mis. Darwin Núñez pour l'instant qui ne convainc pas. Cody Gakpo qui arrive un peu dans une équipe en difficulté, donc je ne vais pas lui jeter la pierre. Alexander-Arnold qui est souvent mis en difficulté, mais ça je l'avais expliqué dans une vidéo sur Liverpool il y a quelques mois maintenant. En fait, Alexander-Arnold, défensivement, ça a toujours été assez perméable. Sauf que avant, il y avait des milieux comme Henderson, notamment, pour ne citer que lui, ou des Wijnaldum qui étaient capables un peu de compenser ses montées et de bloquer un peu de bloquer l'espace que Alexander-Arnold laissait derrière lui. Là, c'est plus forcément le cas, et c'est pourquoi Alexander-Arnold est très décrié. Même si moi, je suis toujours aussi fan d'Alexander-Arnold. Mais ouais, c'est une équipe qui n'est pas forcément en forme, mais qui va pas affronter une équipe qui est vraiment au mieux. Le Real Madrid, hein, qui est assez loin et distancé par le Barça en Liga.
Mais bon, le Real Madrid, hein, on le sait, ils sont capables de, voilà, de façon assez inexplicable de faire un super match et d'être transcendés quand il s'agit de Ligue des Champions. Hein. Ils ont fait quand même une poule plutôt bonne, même si la poule n'était pas forcément relevée. Même s'il y a des petits absents notables hein, du côté du Real Madrid, il y a Toni Kroos qui sera absent, Aurélien Tchouaméni également qui sera absent, Ferland Mendy également à gauche, qui a pour moi une importance. Donc on va voir comment ça va se passer. Pour moi, la clé du match, elle va jouer un peu au milieu, parce que vu qu'il n'y a pas de Tchouaméni Kroos, à voir comment ça va se passer. Valverde qui est pas dans sa plus grande forme, même si de toute façon il joue quand même un peu plus ailier droit dernièrement. Enfin il est ailier droit mais il est vraiment hybride. Mais on le voit, hein, si on regarde sa hitmap, il est vraiment plus penché sur la droite. On a Dani Ceballos par contre qui revient bien, lui c'est pareil, il revient un peu de nulle part. Mais Dani Ceballos qui revient bien, donc peut-être qu'il va pouvoir apporter. Et je pense que ouais, ça va être la clé du match parce que le milieu n'est pas forcément mieux non plus du côté de Liverpool. Avec Fabinho qui est pour moi en grande difficulté. On a l'émergence hein, du petit de 18 ans, là, Bajcetic, qui lui n'est pas mauvais, mais voilà, ça reste un jeune de 18 ans, donc on peut pas demander non plus de tenir, voilà, de compter que sur lui. Mais en tout cas, c'est un match qui va être assez difficile. Il va falloir voir également comment Alexander-Arnold justement va réussir à tenir Vinicius Junior qui est le joueur le plus remuant de cette équipe. Hein. Voir dans quelle forme sera Benzema car il n'a pas joué ce week-end, donc à voir comment il va revenir. Et également voir de l'autre côté parce que c'est Eduardo Camavinga en ce moment qui joue arrière gauche. Comment il va être capable de tenir Mohamed Salah, même si Mohamed Salah n'est pas dans sa meilleure version, ça reste quand même un joueur qui est très remuant et capable de faire la différence. Donc on va voir comment ça va se passer. Si je devais faire un pronostic, moi sur ce match, ça va être un... je sais pas trop. En vrai, je pense que ça va pas être un beau match, ça va faire 0-0 ou 1-1. Je pense qu'il y aura un match nul. J'ai presque envie de dire 0-0, mais ce serait dommage dans une aussi belle enceinte et devant un aussi beau public que celui d'Anfield. Mais ouais, franchement, je vois pas. Alors peut-être que Benzema est capable de marquer sur un éclair de génie, et du coup, de l'autre côté, à Liverpool, c'est pareil. Capable de marquer par exemple sur un coup de pied arrêté, avec notamment le jeu de tête d'Ibrahima Konaté ou de Van Dijk. Mais ouais, franchement, moi je suis pas sûr qu'on verra un très très grand match malgré que ce soit une finale, enfin la finale dernière. Bah, d'ailleurs la finale dernière n'était pas forcément un très grand match. Hein. Le Real gagne sur un but de Vinicius, mais en soi, je trouve que Liverpool a des vraies occasions. C'est Courtois qui sort un super match. Je serais pas étonné qu'on soit à peu près dans la même configuration de match. En tout cas, ça va être pour moi, ça va pas être un super match. Si je devais vous faire un conseil, alors vous faites ce que vous voulez, hein, mais si je devais vous donner un conseil, pour moi, il vaut mieux regarder le Francfort-Napoli si vous voulez voir un vrai match de foot. Mais ouais, en tout cas, ça va être intéressant. Mais pour ce match aller, en tout cas, ouais, je verrais bien un match nul. On va passer à un autre match, on va y passer assez rapidement parce que je suis pas le plus grand connaisseur ni de l'Inter ni de Porto, pour être tout à fait honnête. Porto qui est sur 10 victoires d'affilée, sa dernière défaite elle remonte le 21 octobre contre Benfica. Porto a fini premier de son groupe hein, devant Bruges, Leverkusen, l'Atlético. Alors l'Atlético et Leverkusen ne sont pas forcément dans leur meilleure forme et Bruges ça reste toujours en dessous de Porto. Mais bon, ça remonte quand même une certaine solidité et pour continuer sur cette solidité, il faut savoir que sur les derniers matchs, Porto a pris que 2 buts, notamment grâce à cette paire Pep et Marcano qui est vraiment solide avec le gardien très prometteur Diogo Costa derrière. Ils vont jouer contre une Inter qui va jouer en 3-5-2 alors qu'on est plutôt adepte du 4-3-3 hein, du côté de Porto et l'Inter a des pistons vraiment plutôt intéressants avec Di Marco et Darmian, voire Dumfries aussi y joue, même si Dumfries il est quand même plutôt en difficulté. À l'Inter, il est bon que lors des compétitions internationales, j'ai l'impression, Dumfries. Donc je pense que pour parler de la physionomie du match, je pense que l'Inter aura la possession, ça c'est une certitude, parce que je vois bien Porto être dans un bloc très bas et profiter un peu des montées intempestives hein, du côté des pistons et jouer avec des transitions offensives très rapides. On peut penser avec sur le côté Pepe, donc pas le même que le défenseur central, hein, et Galeno qui sont vraiment des bons joueurs et ils sont capables de trouver Taremi, l'Iranien, et de pouvoir marquer. Je pense aussi qu'il va falloir bloquer un peu ce milieu de terrain du côté de l'Inter, qui est pour moi très bon, avec Brozovic un peu en sentinelle et devant on a deux créateurs. Alors ce sera soit Barella, Çalhanoğlu ou peut-être Mkhitaryan, mais je pense que ce sera plus Barella, Çalhanoğlu. Donc ça joue bien en ballon et il faudra surtout être vigilant parce qu'il y a une attaque à deux qui est très complémentaire avec Lautaro et Lukaku. Lukaku qui revient plutôt pas mal. Et de toute façon, s'il n'y a pas Lukaku et que ça va pas, il y a Dzeko, donc il marche aussi bien que Lautaro. Lautaro qui revient très bien depuis la Coupe du Monde, hein, malgré une Coupe du Monde un peu ratée, qui va d'ailleurs prendre le capitanat hein, de l'Inter. Les derniers matchs, il est capitaine et c'est annoncé qu'il sera capitaine. Donc ça, c'est une très belle chose. Et c'est pour ça que cette équipe de l'Inter, je pense qu'elle va pousser, je pense qu'elle va marquer, mais il va falloir vraiment être très vigilant sur les contres. C'est une équipe qui est vraiment très solide, le Porto, donc elle peut se casser les dents face à ce bloc
face à ce bloc portugais. Si je devais faire un petit pronostic, je mettrais 1-0 pour l'Inter, pas plus. Peut-être même qu'au retour au Dragao, ils sont capables de poser des problèmes, Porto. Ouais, moi je vois bien un petit 1-0, peut-être un péno de Lautaro sur une petite faute une faute un peu d'inattention vers la fin de match, mais ouais, en tout cas, ça va être un match très fermé. Comme je vous dis, je pense que l'Inter va vraiment avoir la possession et les occasions. Mais de ce que j'ai pu voir, hein, parce que j'ai quand même bossé un peu Porto, l'Inter, sans dire que je connais parfaitement, mais j'ai quand même regardé un peu. Mais ouais, ça va être compliqué pour les deux équipes. Ça va être compliqué pour Porto, mais encore une fois, la défense de l'Inter, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais elle est peut-être un peu fébrile par moment. Skriniar qui va signer au PSG, il a un peu la tête ailleurs, et ses acolytes à côté sont pas forcément des énormes joueurs. Bon, Onana au but est plutôt bon. C'est une équipe pour moi, Porto va subir, l'Inter va dominer. Et à un moment, ça va peut-être craquer 1-0 pour l'Inter, mais il faudra être vigilant parce que cette équipe de Porto est capable de prendre en contre, elle sait très bien le faire. Et je pense que ça va être une des clés des matchs pour Porto, c'est de profiter des montées des pistons et de pouvoir prendre derrière leur dos pour pouvoir poser problème à l'Inter. Et le dernier match, c'est le Rasenballspor Leipzig contre Manchester City. Le Rasenballspor Leipzig qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Marco Rose. Le début de saison était assez chaotique. Mais là, ça va beaucoup mieux du côté de Leipzig. C'est une équipe qui joue plutôt bien. Elle a connu une défaite contre l'Union de Berlin. Là, c'était pas ce week-end-là, c'était le week-end d'avant. Où ils se sont fait assez surprendre, mais ils ont bien réagi en gagnant 3-0 à Wolfsburg. Et ça va pas être si simple du coup pour Manchester City. Parce que Manchester City, franchement, n'est pas dans sa meilleure version non plus. Je refais cette vidéo un peu pour parler de Erling Haaland qui marque des buts, qui a des stats absolument stratosphériques, mais qui à mon sens dessert un peu Manchester City. Alors c'est peut-être un peu bizarre de dire ça et vous allez me dire mais il est complètement fou, Haaland il marque je ne sais pas combien de buts. Mais en fait, Manchester City avant avait vraiment cette tendance à trouver des solutions à n'importe quelle solution et il se disait que chaque joueur était capable de marquer. C'est plus forcément le cas. Et ils ont plutôt tendance à vouloir chercher Erling Haaland, à juste titre, vu le nombre de buts qu'il marque. Mais je trouve qu'en fait, Haaland ne fait pas forcément les bons déplacements par moment. Thierry Henry l'a dit d'ailleurs dans CBS. Il disait que Arsène Wenger lui avait appris à se déplacer en fonction de la personne qui avait la balle. Quand c'était Bergkamp, il faisait certains appels. Quand c'était un autre, il faisait un autre appel. Haaland, je trouve qu'il n'a pas cette faculté pour l'instant. Alors, faut pas oublier qu'Haaland, il est encore jeune. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Mais je trouve que ça pose problème dans cette équipe de Manchester City et c'est assez dommage parce que il pourrait être tellement bien servi, surtout qu'on a un Jack Grealish et un Riyad Mahrez qui reviennent très bien. De Bruyne qui est fidèle à lui-même, même si De Bruyne depuis la Coupe du Monde c'est assez compliqué. On n'en parle pas assez, mais un peu un coup de mou. Et cette équipe de Manchester City, je trouve elle est presque un peu handicapée par cette en fait, quand elle trouve pas Haaland, elle a plus de solution et c'est surprenant parce que moi je trouvais que Manchester City, voilà, c'était une équipe qui jouait magnifiquement bien, même si elle avait tendance un peu à se louper dans les matchs importants en Ligue des Champions. Mais c'est une équipe qui jouait bien, qui combinait bien, et peut-être qu'avoir un point d'appui pouvait aider. Mais le problème de Haaland, c'est que c'est pas le plus agile, c'est pas lui qui est le plus capable de sentir le jeu. Par exemple, il a pas l'intelligence d'un Harry Kane, pour faire une comparaison un peu osée. Harry Kane, il est capable de combiner et de faire de bonnes choses avec les joueurs à côté de lui. Bon, cette saison peut-être un peu moins, mais en tout cas, voilà, ce genre de joueur, Haaland, c'est vraiment là où il faut qu'il progresse. Et c'est pourquoi je pense que City, ça va pas forcément être simple, même si Leipzig défensivement, alors il y a Gvardiol et Orban, c'est loin d'être mauvais, mais je pense qu'ils vont quand même souffrir. Sur les côtés, c'est Halstenberg ou Simakan. Donc je pense qu'ils vont quand même souffrir. Mais je serais pas étonné de voir une équipe de City faire un match nul par exemple, peut-être un 2-2, parce que cette équipe de Leipzig elle a des forces notamment offensives. Alors Christopher Nkunku, je ne sais pas s'il sera titulaire parce qu'il est revenu que ce week-end où il est rentré en cours de match, donc est-ce qu'il sera prêt à jouer 90 minutes, je ne sais pas. Mais on a quand même un Timo Werner qui revient plutôt bien, Dominique Szoboszlai qui revient bien, donc voilà, on a ce genre de joueurs qui sont plutôt importants dans cette équipe. On va voir comment ça va se passer du côté de Leipzig, mais en tout cas, Leipzig, il faut surtout pas qu'ils voient ce match, surtout qu'ils sont à domicile, en se disant on va jouer bloc bas parce que ça leur desservirait complètement. Faut qu'ils essayent de faire un gros contre-pressing pour empêcher un peu Manchester City de jouer un peu à la baballe, dirons-nous, même si c'est très
c'est très, comment dire, c'est très péjoratif par rapport à la façon de jouer des équipes de Guardiola, mais voilà, de ce que je veux dire, c'est que faut pas les laisser continuer à faire des petites passes et du jeu direct, il faut essayer de toujours être en contre-pressing pour empêcher un peu les transitions entre la défense et l'attaque. Ouais, cette équipe, surtout de l'équipe de City, c'est que défensivement, c'est pas l'assurance touriste dernièrement. Ederson est assez catastrophique d'ailleurs, enfin catastrophique, non le mot exagéré, mais à part un bon jeu au pied, moi je trouve qu'il est loin d'être décisif tout le temps. D'ailleurs côté Leipzig c'est pas forcément mieux parce que c'est Blasvir qui fait ce qu'il peut, mais bon c'est pas forcément le meilleur gardien. Goulashi qui était blessé gravement, hein. De toute façon Goulashi c'est pas forcément le meilleur gardien non plus. Mais voilà, je pense que moi si je devais faire un pronostic, je verrais bien, ouais je verrais bien un match nul, un 2-2, vraiment un gros match nul. Peut-être une victoire de City, je serais pas surpris, mais voilà, City ça va vraiment pas fort, donc on va voir comment ça va se passer pour eux. Mais en tout cas, j'ai quand même du mal à imaginer Leipzig gagner. Après, je peux me tromper, mais je pense que City va poser quand même quelques problèmes, même si encore une fois ils sont pas dans leur meilleure forme. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League. On va pouvoir revenir un peu sur les clubs français et puis sur les matchs auxquels on avait parlé. Et on essaie de se retrouver en fin de semaine pour une vidéo rétro. On va parler un peu de Ligue 1, mais de la Ligue 1 d'antan à nouveau. Une vidéo, j'espère que j'aurai le temps de la sortir d'ici samedi midi. Honnêtement, elle me prend beaucoup de temps, mais on va essayer de faire le maximum pour qu'elle sorte. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Tchuss!